Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous promets depuis un petit moment. Il s'agit d'un update lecture, je n'ai pas eu le temps d'en faire depuis assez longtemps et du coup on va se concentrer sur mes lectures de juin. Il n'y en a pas tant que ça, mais je suis pas trop déçue de moi. J'ai quand même réussi à lire, sachant qu'au mois de juillet je me suis bien rattrapée. C'est parti! J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été et que vous soyez en vacances ou pas, vous réussissiez à profiter un minimum. J'espère aussi que vous faites très attention à vous parce que ça y est, les chaleurs arrivent selon les régions. Et du coup, ça explique la luminosité un petit peu bof parce que je ne peux pas ouvrir mes volets. Le soleil tape, ils annoncent 36 aujourd'hui. Et j'essaie de me protéger un minimum. Vous savez sans doute que je ne supporte pas les grosses chaleurs. Mais bon, on fait quand même avec et j'avais très envie de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par une suite de sagas dont je vous ai parlé à plusieurs reprises parce que j'ai fait d'autres vidéos qui en parlaient. C'est une de mes sagas chouchou de l'année. J'en ai parlé dans mon bilan que je vous remets juste ici. Il s'agit de la saga Sauveur et Fils de Mario de Muraille, publiée chez l'École des Loisirs dans la collection Medium Plus. On est sur une saga donc jeunesse, young adulte, jeunesse, plutôt jeunesse. Je sais pas à partir de quel âge on peut lire les Medium Plus, mais je dirais 14 ans par là. Ici, on va suivre l'histoire de Sauveur Saint-Yves, un psychologue qui a un fils, qui vit seul avec son fils. C'est un homme qui est né en Martinique et qui a été adopté par un couple blanc. Lui est noir. Ça a une importance, c'est pour ça que je vous le précise. Et sa femme est décédée et au début de l'histoire, il a un petit peu du mal à communiquer avec son fils au sujet de ce décès. Évidemment, on passe sur plein d'autres choses. Vous imaginez bien que sur une saga de 7 tomes, il se passe plein de choses. On va découvrir les amis et la famille. On va découvrir les patients de Sauveur et c'est une histoire que j'aime énormément. Tous les tomes, pour moi, sont à peu près au même niveau. J'ai beaucoup de mal à les différencier, sachant que je les enchaîne en plus. Mais on a surtout ce côté où on se concentre sur les thérapies de chacun des personnages. Et ça permet d'aborder une quantité de sujets qui est assez énorme. On a les troubles alimentaires, on a les troubles de l'identité, on a du coup les troubles de l'identité. Les questionnements sur son genre, sur sa sexualité, sur plein de choses. On a la dépression, on a le burn-out, on passe sur tellement de sujets et j'en oublie évidemment. Du coup, ce sont aussi des livres qui ont quand même pas mal de trigger warning. C'est abordé avec beaucoup de douceur, mais ça peut quand même évoquer certaines choses et certains traumatismes, donc faites attention à vous. Le seul qui m'aurait un petit peu déçu, disons, c'est le tome 4, il me semble, parce que c'est celui-là, je crois. Tome 4 ou 5, bref, je ne sais plus, mais il y en a un où il y a eu une intrigue sur la maman du meilleur ami de Lazare, qui est passée un petit peu en... Ça passe un peu vite, c'est un peu réglé très rapidement. Elle va publier une histoire, un livre. C'est pas une histoire, c'est un essai. Et elle va se prendre beaucoup de critiques, de harcèlement. Et c'est passé un peu rapidement. On n'explore pas vraiment le sujet. Je trouve ça assez dommage. Mais sinon, ça reste une saga que je vous recommande énormément. Je trouve que c'est très émouvant, très doux. Et ça nous fait nous questionner sur plein de sujets, donc c'est vraiment top et je recommande vraiment à la jeunesse du coup parce que on a besoin de livres comme ça. On va rester dans l'émotion, mais à un autre niveau d'émotion, parce que là j'ai pleuré, vraiment pleuré, je vous en ai parlé pareil dans mon bilan de mi-année. Et je vous parle bien évidemment de La Ligne Verte de Stephen King, publié ici au livre de poche avec une couverture à l'effigie du film. C'est un livre qui me faisait très peur, c'était le plus vieux livre de ma palle. Je l'ai lu dans le cadre du challenge de la bibliothèque d'Emilia. Et j'avais très peur de le sortir parce que j'ai adoré le film, c'est un de mes films préférés de tous les temps. C'est un film que je regarde en pleurant à chaque fois et donc lire le livre me faisait très peur. Mais ma maman m'a dit, si lis-le tu vas voir c'est quand même génial. Je fais confiance à ma maman. J'ouvre le bouquin, je commence et je me rends compte que c'est assez fidèle au film et que c'est tout aussi émouvant.
un peu moins entre guillemets parce que je suis plus sensible aux images, mais certains seront plus sensibles aux mots, donc bah, c'est un peu du pareil au même, et effectivement c'est absolument similaire, enfin c'est très semblable, très fidèle. La seule différence c'est que ici on est sur plusieurs épisodes parce que ça a été publié dans des journaux il me semble, donc chaque semaine on avait un passage ou quelque chose du genre, donc c'est un peu particulier parce qu'il y a des répétitions pour rappeler au lecteur où il s'est arrêté la semaine d'avant, donc c'est un peu bizarre quand on lit tout d'un coup, mais sinon ça passe très très bien. Pour vous raconter un peu l'histoire, on va suivre Paul Edgecombe. Bon, on dira Paul, qui est gardien de prison, et lui, il se trouve dans le quartier des condamnés à mort, donc la fameuse ligne verte, parce que le sol est vert. Et dans ce quartier, il y a plusieurs personnages, dont un homme, John Caffey, qui est accusé d'un crime absolument affreux. Sauf que Paul, petit à petit, va se poser des questions sur cet homme qui paraît pourtant assez inoffensif, assez gentil et qui a peut-être des capacités un petit peu hors normes. Et je ne vous en dirai pas plus parce que c'est une histoire à découvrir. C'est une histoire qui est parfois un tout petit peu, comment dire, sensationnaliste. Il y a des scènes qui sont un peu dégoûtantes. Ça reste du Stephen King, mais on n'est pas sur de l'horreur. Loin de là, on est sur un réalisme magique presque, parce que on est vraiment dans la réalité et on a 2-3 touches de fantastique, mais bah, ça passe tout seul quoi. Vous n'avez pas besoin d'aimer le fantastique pour lire ce livre, et c'est très émouvant. Ça pose énormément de questions sur la peine de mort, sur le racisme évidemment, parce que John Caffey est noir dans une Amérique raciste des années 1930. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment pas la meilleure période pour qui que ce soit. C'est toujours pas trop ça, mais bon, on s'améliore. Et j'ai vraiment aimé les relations entre les personnages. On apprend beaucoup de choses sur les gardiens, les collègues de travail de Paul, ce qu'on a un peu moins dans le film. Il y a des personnages que j'adorais déjà, mais ici on en apprend beaucoup plus. On en apprend plus aussi sur sa relation avec sa femme. Et c'est vraiment une histoire que je recommande. Je me suis mise à pleurer à peu près par là. Et du coup, bah, toute la fin, les 50 dernières pages, j'ai été obligée de m'essuyer les yeux et de faire des pauses parce que je ne voyais plus rien entre mes larmes. C'est un livre qui m'a fait pleurer. C'est assez rare que je pleure à ce point-là. Généralement, j'ai une petite larme, mais alors les sanglots et compagnie, c'est rare. Donc, c'est une réussite. C'est un coup de cœur. Je vous le recommande absolument. Même si vous n'avez jamais lu Stephen King, j'en ai lu aucun autre et pourtant j'ai adoré. On passe maintenant sur la seule fantasy que j'ai lue ce mois-ci, et il s'agit du tome 1 partie 1 de La Guilde des Ombres de Anatrice, donc c'est Le Don de Mort. C'est publié ici chez Pocket en format poche, mais c'est publié chez Plume Blanche en grand format. C'est un livre que je devais absolument lire parce que j'ai sauté dessus quand je l'ai trouvé d'occasion, et puis je l'ai posé sur mon étagère et il a attendu, alors que j'avais dit que je voulais absolument le lire, que dès que je l'aurais, je le lirais. Bref, ici on va suivre une jeune fille, une petite fille au départ quand même, elle a 10-11 ans, qui s'appelle Panama et qui a un don un peu particulier, c'est qu'elle peut tuer d'un simple toucher. Et elle va être repérée par 2 membres de la Guilde des Ombres. C'est une guilde d'assassins qui forment les assassins du pays, un peu à la Nevernight. C'est aussi pour ça que j'ai attendu dans un sens, parce que j'avais peur de comparer, mais rien à voir, c'est incomparable. C'est très très bien, mais c'est incomparable. Nevernight est quand même 1000 fois mieux, mais ça c'est dans mon cœur, c'est toujours Nevernight de toute façon. Bref, revenons-en à la Guilde des Ombres. On est ici sur donc une fantaisie adulte, je le précise parce que même si la petite fille là, elle est très très jeune, c'est pas pour les enfants de 11 ans, loin de là, public averti uniquement. Du coup, Panama va faire ses débuts dans cette guilde, dans cette école. Elle va devoir passer des épreuves, assister à des cours, et personne ne croit vraiment en elle parce que bah, c'est une petite humaine avec un don un peu bizarre. Alors que dans cette école, il y a surtout des semi-elfides, des semi-elfes, elfides, je ne sais plus la différence entre les deux. C'est un univers qui est très complexe, je trouve, et j'ai eu un peu de mal au départ, vraiment au départ, parce qu'après je l'ai dévoré. Mais j'ai eu du mal avec la plume, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'adjectifs.
Et je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais quand quand on remarque ce genre de choses dans un livre, on finit par ne plus réussir à en faire abstraction. Donc au départ, je trouvais que c'était un petit peu trop. Et il y a énormément de détails, il y a énormément de noms, de lieux, de personnes qui sont utilisés sans qu'on comprenne trop. Et surtout, le truc qui m'a le plus perturbée, c'est que chaque personnage a plusieurs noms. Et du coup, j'avais du mal à me rappeler qui est qui. Par chance, au début du livre, il me semble, après la carte, on a des... comment dire, des rappels. Voilà, des petits rappels de qui est qui. Donc Camar et Faucheur, Géry Stargam et Fournaise. Et ça m'a aidé parce que je me perdais complètement dans qui est qui, à quel niveau il y a les maîtres, les hauts maîtres et tout ça. Et c'était assez complexe. Mais une fois passé les 100 premières pages, ce qui est peu sur le livre parce qu'il fait plus de 850 pages, j'ai été plongée dedans. J'ai arrêté de de remarquer les adjectifs. Il me semble que ça s'est calmé un petit peu. Je pense que c'est surtout pour décrire le monde au départ. Et je me suis prise dans l'histoire. C'est un livre qui est très très addictif, même si je lui trouve quelques défauts au niveau de l'intrigue, notamment la relation entre la jeune fille et son professeur. Voilà, Panama fantasme complètement, est amoureuse de son professeur, sauf qu'au début du livre, elle a une dizaine d'années et que lui en a plusieurs centaines. Et le problème, parce qu'une petite fille qui tombe amoureuse d'un adulte, ça arrive, c'est des béguins d'enfants quoi, ou même à l'adolescence, il peut y avoir des fantasmes envers des professeurs justement, mais le problème ici c'est que c'est réciproque. Voilà, à un moment, le professeur il se dit elle est pas mal quand même, oui, mais elle a 16 ans. À la fin du bouquin, elle n'a que 16 ans. Voilà, donc ça c'est le truc qui m'a dérangée. Par contre, j'ai entendu dire que c'était complètement dénoncé par la suite. C'est un petit peu dénoncé ici aussi. Il y a un personnage que j'adore, Fournaise, voilà, qui dénonce un peu tout ça, qui les regarde un peu en mode non. Et j'ai commencé le tome 2 et j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça. Donc est-ce que la romance est vraiment entre ces deux personnages-là? Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça reste un livre qui est très intéressant, qui est très bien construit. Il y a énormément de world building et c'est une saga en 3 tomes, mais du coup en 6 livres comme ça. Et j'ai très très hâte de continuer la suite. Je trouve que c'est quand même très addictif pour le genre de bouquin que c'est. Et l'univers a l'air plus complexe que ce qu'on a pu aborder juste dans ce tome 1. Il y a l'air d'avoir des guerres de pouvoir et des personnages déchus. Et j'adore les personnages déchus. Et il y a un point de vue qui était très intriguant et j'avais deviné un petit peu à qui il appartenait, mais je trouve que c'était très très bien fait. Donc voilà, je vous le recommande. C'est un peu brouillon, je commence à avoir très chaud, mais je vous recommande ce livre. Plus que 2. Voilà, si vous regardez le prochain update, l'update de juillet, vous verrez que ce livre-là annonçait une période de romance accrue chez moi. Voilà, nous sommes fin juillet quand je tourne cette update de juin, donc je sais ce que j'ai lu en juillet. J'ai lu Love on the Brain de Ali Hazelwood, c'est publié chez Hauteville dans cette magnifique édition, je les trouve absolument magnifiques. Vraiment, c'est... Bref, voilà, ça c'est le côté superficiel. Pour l'histoire, on est sur une romance entre deux personnages dans le milieu universitaire. On va rencontrer Bee et Levi. Bee est une jeune femme qui va obtenir un poste assez prestigieux au sein de la NASA. Et Levi est son rival de toujours. Elle pense qu'il la déteste depuis toujours. Et ils vont se retrouver à devoir collaborer ensemble. Et ça va créer des étincelles, forcément. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est une romance. Alors ici on est sur un Enemies to Lovers. Enemies pour pas grand chose, mais Enemies quand même. Donc au début ils ne peuvent pas se saquer et puis petit à petit voilà. J'ai beaucoup aimé la jeune fille dans ce livre là, la jeune femme pardon. Bee elle est fan de Marie Curie, elle pense en scientifique uniquement. Elle a un compte Twitter qui s'appelle Que ferait Marie et où elle et ses collègues balancent le sexisme dans le milieu universitaire et tous les problèmes que ça implique. Elle est assez comment dire,
différente, elle correspond pas aux attentes que les gens ont, elle a les cheveux violets, elle porte des vêtements originaux, enfin bref, ce qui est totalement ok, bien sûr, mais dans le milieu scientifique, ça passe pas forcément. Bref, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je la trouve très drôle, je la trouve un peu boulette sur les bords, et en même temps, elle est vraiment très très intelligente et très chouette. Levi n'est pas le personnage de romance que je préfère, mais ok. Il est ok. Alors, il y a toujours ce souci d'Alia Hazelwood avec les grands, enfin les hommes grands. Elle fantasme sur les hommes grands, ça se confirme, et ça se confirme dans le suivant que j'ai lu également. Mais bon, on lui passe, chacun son délire. Elle aime les hommes grands, et du coup ils sont tous immenses, mais vraiment immenses, hein, c'est bluffant. Et du coup, ici, j'ai bien aimé la relation qui se développe entre les deux. Elle est vraiment mignonne. Je n'ai pas aimé les scènes olé olé, comme dans The Love Hypothesis. Je trouve qu'elles sont pas très réussies, un peu bizarres, enfin un peu dérangeantes. Pas dérangeantes, non, il se passe rien de bizarre. Elles sont gênantes, voilà, je les trouve gênantes, je suis pas fan. Mais sinon, le reste de l'histoire, ça passe très très bien. C'est de la romance comme je l'aime apparemment, parce que je ne savais pas que j'aimais ça. Et du coup, je continue de suivre Ali Hazelwood et je vous en reparle le mois prochain, évidemment, parce que j'ai craqué sur le suivant. Et on termine sur quelque chose de beaucoup moins léger, avec Une dose de rage de Angeline Boulley, publié chez Nathan, donc dans la même collection qui a publié du coup The Hate You Give de Angie Thomas. Et je tiens à le dire parce que j'ai fait un petit parallèle entre les deux livres, parce que je trouve qu'ils abordent des thèmes un peu similaires. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment, depuis l'été dernier. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist, donc il était temps que je le lise. Ici, on va suivre Donis qui vit dans une réserve Ojibwe aux États-Unis, dans le Michigan. Elle est blanche par sa mère, autochtone par son père, et elle cherche un peu sa place. Un jour, un nouvel élève va arriver au lycée, il s'appelle Jamie, et elle va découvrir qu'en fait c'est un agent du FBI sous couverture, et ils vont enquêter sur un trafic qui se passe dans la réserve Ojibwe et qui fait pas mal de victimes. Donc c'est un roman d'enquête, et en même temps c'est un roman de quête de soi et de qui on est avec sa culture, et en même temps sans cette culture, qui on est réellement. Est-ce qu'on dépend uniquement de nos ancêtres, de nos parents? Est-ce qu'on peut devenir autre chose? Est-ce qu'on peut être un peu des deux? C'est vraiment une quête identitaire que j'ai trouvé très très chouette, et je le compare au roman d'Angie Thomas, parce que dans The Hate You Give d'Angie Thomas, une jeune fille noire voit son meilleur ami se faire tuer sous ses yeux, et elle va enquêter par un policier, et ça va soulever beaucoup de questions. Et ici aussi on a un petit peu ce côté là, je trouve. Enfin, je sais pas comment expliquer la ressemblance entre les deux livres, mais ça aborde des inégalités et des différences culturelles qui n'ont pas lieu d'être, dans le sens où, enfin, des inégalités au niveau culturel qui n'ont pas lieu d'être. Et j'ai trouvé que c'était assez passionnant. C'est un livre qui est génial. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Les personnages sont très agréables, très chouettes à suivre. On a une espèce de petite romance qui se crée, et elle n'est pas niaise, elle n'est pas surréaliste, elle n'est pas parfaite, et j'ai trouvé ça assez chouette. On a assez peur pour les personnages par moments, parce que c'est une enquête et qu'il y a bien des criminels dans tout ça. On a également une plongée dans la culture Ojibwe que je ne connais absolument pas, avec une utilisation de beaucoup de vocabulaire. Alors parfois ça me perdait un peu, mais ça permet de s'immerger dans cette histoire qui est quand même très très cool, et dans cette culture avec tous ces rituels, avec toutes ces croyances, et j'ai trouvé ça absolument génial. Je ne peux que vous le recommander, que vous soyez ado ou pas. Ado, jeune adulte hein, quand même, c'est bon. On parle de substances illicites et de décès et d'assassinats et compagnie, donc pas aux enfants non plus. Mais les plus âgés peuvent également le lire, même s'il a été publié en young adulte. C'est un livre que je recommande et qui est d'utilité publique et qui devrait être plus connu. Voilà. C'est un livre qui mérite beaucoup, je trouve, et je tenais à le remettre sur le devant de la scène.
à mon humble niveau. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez lu, que ce soit en juin ou en juillet, parce que ça commence à dater un petit peu. Ou s'il y a des livres parmi ceux que je vous ai présentés que vous avez déjà lus, ou qui vous tentent, ou que vous n'avez pas aimé, pourquoi pas. J'adore échanger avec vous, c'est toujours ce que je préfère. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.